au niveau créatif, je suis plutôt pour le choc des idées. On confronte un monde avec un autre. On se dit, mais on a toujours vendu les pizzas comme ça, mais et si on les vendait comme on vend des meubles? Et alors, ça ferait quoi? Ou l'inverse, hein, ou si on commence à vendre des meubles comme on vend des pizzas. Et puis alors, on fait le choc des mondes, puis là, on devient très créatif pour aussi bien le business que pour tout. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cette partie 2 avec David, on a parlé principalement de Big Dream, cette jeune entreprise dans laquelle il a investi et qu'il mentor. On en avait brièvement parlé dans la partie 1. On parle du tutoiement versus le vouvoiement. David est un passionné de lecture, donc il nous donne des recommandations de livres. Et évidemment, comme d'habitude, bien d'autres points. Je te souhaite un excellent épisode. Tu m'as dit avant la partie 1, donc vraiment avant qu'on enregistre, qu'il fallait raconter une devinette pour capter l'attention des auditeurs. Je te propose qu'on débute cette partie 2 avec une devinette. Oui. Mais il faut que tu m'aides. Parce que je suis pas bon avec les devinettes. On aurait pu dire au début, qu'est-ce que Big Dream? On aurait pu le dire. On aurait pu dire, puis vous le saurez si vous restez attentif jusqu'à la fin. Oui. Mais quel est ce projet-là? Parce que, oui, j'avais donné l'exemple avant de l'entreprise de consultants qui était avec cette capsule Nespresso. On en fait quoi? On fait quoi de ça? On vend ça comment? Parce que c'est une belle invention, mais on fait ça. Et c'est exactement le même schéma avec Big Dream. On a une invention géniale, et puis voilà, celle qui a fait cette invention, elle est venue, elle dit, j'ai fait une invention géniale, j'en fais quoi? Et puis, ouais, voilà, et puis après, il faut construire tout autour voilà, un mode de distribution, un business model complet. Donc, juste pour reprendre un peu la genèse du produit, de l'entreprise, donc Big Dream. Donc, tu as Angie Hott, que tu connais, qui est coiffeuse à la base, et qui vient vers toi avec une idée. Donc là, on parle vraiment une idée où il y a déjà un produit. Non, elle avait déjà le produit en main. Ok. Quand elle m'en a parlé, elle l'avait même déjà breveté. Ah, ok. Et puis, elle est allée, elle a quand même avancé. Et puis, elle ne l'avait jamais vendu à personne. Et puis, elle ne savait pas comment... enfin, elle avait des idées, mais elle disait, maintenant, on fait comment pour aller de l'avant, pour développer ça? Et alors, on va expliquer ce que c'est que le produit. C'est un produit qui est en fait un tricot de textile de chanvre, comme une longue chaussette, mais sans le coude du talon, mais chaussette en longueur. Et en fait, d'abord, la cliente, elle vient, on lui lave les cheveux avec un shampoing alcalin pour ouvrir les écailles. On enroule cette grande chaussette, enfin on en met 40 sur la tête de la personne, 40 chaussettes comme ça qui sont enroulées pour qu'il y ait le maximum de cheveux qui touchent le textile de chanvre. Alors la dame qui a ça, après, elle a plein de petites boules autour de la tête, là, qui sont comme des bigoudis, en fait, mais des boules autour de la tête. Et après, on met la cliente sous un casque pendant 30 minutes. Donc ça prend 20 minutes pour enrouler les Big Dream. On met 30 minutes sous le casque. Pendant ce temps, on lui met un iPad avec Netflix, et puis elle regarde ce qu'elle veut. Avec un podcast. Ou avec les podcasts de podcast. Puis on lui fait écouter un podcast. Puis après, on enlève le Big Dream, et puis la femme qui a fait ça, mais elle a des cheveux extraordinaires, et on a acheté un appareil qui permet de voir la qualité du cheveu. Alors on peut montrer avant et après. Avant, on voit tout à fait on voit comme s'il y avait des bulles d'air dans le cheveu, c'est qu'il n'est pas bien hydraté. Et on peut mesurer l'épaisseur. Et après le soin Big Dream, le cheveu, il a doublé de taille et il est totalement hydraté. Totalement. Donc
le cheveu, il est soigné. Si on a des cheveux très secs, par exemple, ben, ça va le nourrir complètement. Et le cheveu, il gagne en souplesse, il est plus brillant, il a plus d'élasticité. Et les jeunes filles qui font ça, mais avant, elles ont des cheveux secs un peu raides, surtout si on a fait beaucoup de coloration, des choses comme ça, on régénère complètement le cheveu. Et après, il y a un effet waouh. Je peux montrer des photos avant-après. C'est impressionnant et c'est un soin qui est 100% naturel. Puis c'est le chanvre qui nourrit. Il y a, il y a- il y a dans le chanvre, il y a des éléments nutritifs qui vont nourrir le cheveu, qui conviennent exactement aux cheveux. On ne peut pas faire ça avec du coton, on ne peut pas faire ça avec d'autres choses. Et la façon dont le chanvre est tressé compte aussi beaucoup dans la qualité du soin. On ne peut pas faire ça n'importe comment. On ne peut pas aller dans un magasin qui vend des chaussettes en chanvre et puis mettre ça autour des cheveux. Ça ne marchera pas. Il y a une façon de le faire et un type de chanvre qu'il faut utiliser. Et tout ça, c'est breveté. Mais c'est absolument fantastique parce que, comme produit concurrent, il existe un Botox pour les cheveux que les jeunes filles prennent le jour où elles se marient. Elles le mettent le matin à 10-11 heures, après elles vont se marier, mais à minuit, il n'y a plus d'effet. Tandis que l'effet de Big Dream, ça dure plusieurs jours, ça dure longtemps. Et si on fait 3 soins, un par semaine, 3 soins de suite, là, le cheveu, il est totalement nourri, on peut pas le nourrir plus, et le cheveu, il a au maximum de son éclat et de sa... Et alors, c'est 100% naturel, ça c'est très bien. Ça convient aussi tellement bien aux cheveux de type africain. Et les personnes qui ont des cheveux de type africain, c'est un calvaire tous les matins de démêler les cheveux. C'est des cheveux secs qui ne poussent pas, elles ont souvent des postiches. Tandis que là, avec ça, si on soigne ça, les cheveux sont faciles à démêler. Ils peuvent pousser 10-15 cm plus long grâce à Big Dream parce qu'ils sont bien nourris, ils ne sont pas secs et cassants. Et rien que le marché nord-américain pour Big Dream, mais c'est colossal. C'est colossal pour cette catégorie de gens. Mais il va aussi très bien pour les femmes blondes des pays de l'Est. Où Big Dream ne va pas du tout, c'est pour les cheveux asiatiques. Parce qu'on n'arrive pas à ouvrir les écailles. Comme c'est des cheveux qui sont pas adaptés à Big Dream. Par contre, ça marche très bien sur les chevaux. On a aussi testé. On a testé sur les chevaux et on a fait la moitié de la crinière et le cheval, il a des beaux cheveux bouclés. Enfin, sa crinière, elle est extraordinairement belle. Et donc, oui, c'est absolument génial. Et alors, quel est peut-être pour toi l'objectif avec Big Dream et finalement de Big Dream? Quelle est l'ambition? Alors, après, on a ce produit-là. Alors, la grosse difficulté, c'était comment on va vendre ça? Parce que c'est du B2B, donc on vend d'entreprise à entreprise. On va vendre, nous, aux coiffeurs. Et il y a 11 000 salons de coiffure en Suisse, 22 000 en France, je crois 20 000 en Italie. Il y a un potentiel énorme de salons de coiffure partout. Souvent, ces salons de coiffure, c'est une jeune femme seule ou à deux. Puis il faut les visiter un à un pour leur expliquer ce que c'est, leur vendre ça. C'est compliqué. Ça tombe bien qu'il faille vendre, c'est ton domaine. Oui, ça c'est mon domaine. Et alors là, on a mis au point un système. C'est parce que je parlais toujours à Onji que j'étais tout content d'avoir développé les ventes par abonnement dans l'automobile. Pas seulement le leasing, mais une forme d'abonnement où les gens prennent 1 mois, 6 mois, une année, pas plus, une voiture, puis ils la rendent, et puis des choses comme ça. Puis en discutant avec elle de ça, elle me dit, mais c'est ce qu'on doit faire avec Big Dream. Et là, on a eu le déclic. Et là, on s'est dit, maintenant, on est prêt pour vendre Big Dream. Parce que, en fait, un coffret de 40 Big Dream, on voulait le vendre 400 francs. Pour une coiffeuse, c'est un gros investissement. Mais si on le loue 100 francs par mois, puis qu'on le change tous les 4 mois,
Ben nous, ça nous fait des ventes garanties tous les 4 mois et ça garantit la qualité aussi, parce que aussi le chanvre, après avoir fait des dizaines de soins, ben, il sera moins efficace. Donc il faut mettre des nouveaux Bigoud Dream. Donc on garantit la qualité, on rend le produit beaucoup plus accessible pour les coiffeurs, parce que les coiffeurs, c'est des gens qui gagnent très très mal leur vie. C'est les gens les moins bien payés de toute la société, hein, être coiffeur. C'est des tout petits salaires. Et que ces jeunes filles, elles font un métier parce qu'elles rêvent d'être coiffeuses, parce qu'elles trouvent que c'est beau. Elles adorent leur métier, c'est beau voir comme l'amour que ces jeunes coiffeuses ont pour leur métier, parce que la plupart du temps, c'est des jeunes filles, ou des jeunes femmes, ou des femmes qui aiment leur métier. Oui. Mais elles gagnent leur vie, elles gagnent très mal leur vie, mais elles font ça par amour. C'est un peu comme les agriculteurs qui font un métier par amour. Et c'est une stat, ce que tu dis. Oui. C'est vraiment le métier. C'est coiffeuse gagne 2800 francs par mois. Ah ouais, c'est vraiment, on est en dessous du salaire minimum. Hein. Alors il y a des petits malins qui ouvrent des grands salons Bien avec sûr. 10 coiffeurs qui travaillent là-dedans, puis eux, ils gagnent bien leur vie parce qu'ils sous-traitent ou je sais pas. Enfin, il y a toujours, comme dans tous les métiers, des possibilités de gagner plus, mais la plupart, si elles sont entre 3 et 4 000 francs, c'est déjà bien. Et puis, donc, c'est leur demander de faire un effort financier pour payer une boîte à 400 francs, c'est cher, tandis que si on leur dit, mais on vous loue ça à 100 francs par mois, le coffret, et vous faites un soin à une cliente, vous le facturez 80 francs. Donc, vous faites un soin où il est quasiment payé. Vous faites 2 soins, vous êtes déjà en gain. Et Angie, elle-même, dans son salon de coiffure, aujourd'hui, elle fait 10 soins Bigoud Dream par semaine. Donc 2 par jour. 10 par semaine. Elle en fait 40 par mois. Donc pour la coiffeuse, elle investit 100 francs et elle peut gagner 4000. Et elle répond à une demande, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent maintenant au salon de coiffure puis qui disent « Qu'est-ce que vous avez comme soin totalement naturel ?» Et la coiffeuse, elle ouvre ses bouteilles de shampoing, elle dit il y a cette marque-là qui est un peu plus bio que celle-là, mais ça reste de la chimie. Tandis que nous, il n'y a pas de chimie, il n'y a que, il y a que du soin naturel. Et puis, moi, je trouve que voilà, on a quelque chose de bien, de cohérent, qui tient la route dans le produit, dans le business model. Et maintenant, il faut qu'on vende ça et qu'on le fasse connaître. Donc, c'est la première fois que j'en parle publiquement comme ça dans ce podcast. Donc, tu as la primeur. mais on a prévu, à partir d'avril, une campagne un peu de presse. Alors, locale, mais aussi, on aimerait bien être dans Arc Info, dans Le Temps, dans Illustré. On va prévoir ça, mais on démarre. Maintenant, on s'est frotté au marché. On commence à avoir des coiffeurs qui s'abonnent. Vous avez des revenus. On a commencé à avoir des revenus. Et puis, surtout, on a été sélectionné pour aller à Cosmoprof à Bologne, qui est le plus grand salon de la coiffure au monde. On voulait déjà y aller l'année passée, puis il n'y avait plus de place. Et puis, cette année, c'est eux qui nous ont appelés, puis ils ont dit, on aimerait que vous veniez, parce que votre produit nous intéresse. Alors, ça, c'est déjà très flatteur, parce qu'on peut avoir un stand, et puis, donc, on aura une visibilité auprès de tous les grands noms de la cosmétique. Et à Bologne, c'est un lieu mi-mars, enfin vers 21 mars. Enfin, c'est un salon qui dure que 4 jours, je crois. Et puis, on aura une visibilité là. Et en plus, on peut participer au concours. Donc, on présente notre produit comme une innovation. Et là, on verra ce que ça donne. Peut-être que rien. Peut-être qu'on est dans les finalistes ou peut-être qu'on gagne. Enfin, j'en sais rien, mais on va pas. Enfin, alors au moins on aura eu cette visibilité et on verra ce que ça donne et comment réagissent les grands professionnels du milieu, quoi. Mais à un moment, il faut se lancer, hein. C'est sûr. Et puis il faut le faire bien, puis professionnellement et alors, on est en train de faire un beau stand, on a créé des jolies vidéos, oui, il faut être le plus pro possible.
Ouais. Et donc toi, ton objectif là-dedans, lequel est-il? Est-ce que, disons, si ça fonctionne, si là vous gagnez ce concours en Bologne, Alors, ben, oui, c'est bien parce que, en fait, dans la vente, il y a une chose qui est toujours importante, c'est de raconter une histoire autour du produit. Parce que on ne peut pas juste présenter un produit comme ça et puis voilà, acheter ma pizza. Non, il faut. Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre pizza, par rapport à l'autre pizzeria? Donc, il faut toujours, dans la vente, ben voilà, on revient sur mon sujet de prédilection, il faut toujours avoir cette idée de pouvoir raconter une histoire. Et si on peut raconter qu'on a été sélectionné à Bologne, qu'on a été finaliste, ou qu'il s'est passé ça et ça et ça, donc on va enrichir tout ça. Et après, quand on fait nos séances d'information auprès des coiffeurs, parce que tout le monde connaît ce salon de Bologne, puis qu'on dit aux coiffeurs du Landron, de Cressier ou de Neuchâtel, on lui dit, mais attendez, c'est un produit qui a une crédibilité, et ça renforce ça. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce salon, même que ça représente beaucoup de travail. et toi, tu te vois comment là-dedans dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Oui, c'est l'immense inconnu. Ouais, ok. On sait que quand on crée une start-up, ben, il y a cette fameuse vallée de la mort. Au Oui. début, hein, on crée, on dépense, on est au fond du trou. Puis après, on commence à avoir les premiers clients, on remonte. Alors nous, on a passé le fond du trou de la vallée de la mort, mais on est encore dans la vallée de la mort, dans notre start-up. Il y aura un moment où on aura plus d'abonnements, où là, on sera rentable, et là, l'entreprise sera bien établie. Il y a 2 scénarios possibles. Soit on reste totalement indépendant et on développe, parce que notre vente, elle se fera un peu comme la vente ces bougies à domicile un peu. Ok. On a Bigou Dream, on va former des coiffeux, des masters Bigou Dream et des formatrices Bigou Dream. Et après, il y a une vente par échelle. Et chaque coiffeuse va nous amener 5 amies coiffeuses. Enfin, on va développer ce système-là. Un peu style Tupperware, c'est Un ça? peu, oui, Ouais, un ok, peu, voilà, ok. ce multi-level. Ouais. Alors là, c'est aussi quelque chose que je peux apporter dans cette démarche-là. Mais on va aussi se faire conseiller et développer ça au mieux. Mais l'idée, c'est ça pour que ça essaime. Et puis, voilà, maintenant, on fait un peu la région de Neuchâtel, mais on a déjà trouvé une personne qui fait le canton de Berne, qui parle suisse-allemand, puis qui adore le produit. Et on va dire, ah bah toi, tu es master Bigou Dream pour le canton de Berne. Et plus tu formes et tu vends, puis chaque fois qu'il y aura une vente, il y aura une ristourne, il y aura un commissionnement Mhm. pour toi. Donc Mhm. là aussi, le système de rémunération est très important pour que ça fonctionne bien, pour la motivation des troupes. Et puis, ça, c'est important en échelle. Et puis, on espère comme ça développer, et puis on pouvoir dire, mais ouais, si sur une petite région comme ça, on est bon, qu'est-ce que ça peut être après au niveau mondial, au Mhm. niveau suisse, au niveau Mhm. mondial. Et on a déjà des coiffeuses d'Espagne qui nous demandent, mais on n'est pas prêt encore d'attaquer l'Espagne, d'attaquer la France, d'attaquer l'Italie. Soit on le fait nous, soit tout d'un coup, on trouve un distributeur qui vend déjà d'autres produits et qui dit, je veux vendre Bigou Dream pour la France, et puis on fait un accord avec. Ça, c'est aussi possible. Mais pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Ou alors tout d'un coup, à Cosmoprof, il y a une grande, grande marque de shampoing international, et puis qui dit, mais ça, c'est un complément de rêve pour nous. On vous le rachète, et on rachète tout. Le brevet, tout. Ça, c'est aussi possible. Mhm. Et, et là l'histoire Bigou Dream pour Angie et moi, elle s'arrête là. Ça arrêterait, ouais. Ou alors, elle ne s'arrête pas dans le sens qu'il dit, on rachète tout, mais on veut que vous restiez Mhm. impliqués en tant qu'ambassadrice, formatrice. Parce que, en fait, il y a plusieurs revenus dans Bigou Dream. Il y a ça aussi. Il y a la vente des abonnements. Il y a les formations.
parce que les coiffeuses payent leur formation. Mhm. Donc pour pouvoir vendre Bigoud Dream, il faut avoir fait une séance de formation pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Et la séance de formation est payante. Et là, c'est aussi une source de revenus. Et la vente des Bigoud Dream. Et après, les Bigoud Dream, quand ils sont usagés, on les amène au perce-neige et puis ils les transforme en chouchou. C'est pour attacher les cheveux. Et comme ça, on renvoie après les Bigoud Dream sous forme de chouchou dans les salons et ils peuvent les vendre. Et ça fait une source de revenus aussi pour les coiffeurs, pour nous et pour les coiffeurs. Et voilà, comme ça, c'est vraiment presque plus écologique qu'on ne peut pas. La seule chose qui manque, c'est de produire le chanvre ici dans le Zéland. Et là, on serait totalement bien. Mais ça sera l'étape d'après, ça. Ouais. Mais pour là, le moment... tu as la circularité. Oui, voilà. Ouais. Pour le moment, ce n'est pas encore 100%... mais on débute, quoi. Mais on est bien parti pour faire quelque chose de top. Mais voilà. Ou alors, tout d'un coup, ça fait un pétard mouillé. Et puis, puis malgré tout l'enthousiasme que j'ai là aujourd'hui, ça marche pas. On n'a pas assez d'abonnements. Les coiffeurs comprennent pas. Le client comprend pas. Et puis tout s'arrête. Mais je crois pas, parce que on a un tel enthousiasme des clients, tel enthousiasme des premiers coiffeurs qui les utilisent, parce que voilà, ils ont un outil qui est unique, qui est naturel, qui leur permet de gagner très bien leur vie. Et on a beaucoup d'enthousiasme là. On est aidé par la promotion économique de Berne, qui fait un coaching mais hebdomadaire, toutes les semaines. Un spécialiste en finance, un spécialiste en marketing, un spécialiste en droit. Mais c'est extraordinaire, les soutiens qu'on a de cette promotion économique de Berne. Et ça, comment vous avez obtenu ce coaching c'est plutôt toi qui as mis ça en place Oui. ou bien comment ça se passe par rapport à ça? Alors, oui, on a dû apprendre à pitcher, présenter, figurer, faire des pitchs, un peu comme dans l'émission là, Qui veut être mon associé. Ouais. On a dû faire ça. On a dû faire un dossier. On l'a soumis à la promotion économique de Berne. Donc toi, tu pitches? Et puis, non, c'est Angie qui a pitché. C'est elle, c'est son produit, c'est elle qui a tout fait. Et puis, moi, j'ai aidé à faire le dossier. Et puis, on a été recalé au dossier, alors que c'est moi qui l'avais fait. On a été recalé parce qu'ils ont dit, mais le contenu est parfait, mais la forme, ça ne va pas du tout. Moi, je l'ai présenté ça comme les étudiants font leur travail de bachelor à la HEG, bien structuré, tout ça. Et non. À ce stade-là, il faut être passé par une agence de marketing qui nous fait un beau dossier coloré avec des photos, puis ça doit se lire comme une bande dessinée. C'est le pitch deck. Mais oui, et moi je ne savais pas ça. Moi j'ai fait un dossier scolaire. Mais non, alors il fallait le faire vendeur. Et moi je ne savais pas, je n'ai jamais fait ça. Donc, alors évidemment, ils ne nous ont pas recalé. Ils nous ont dit, revenez avec un dossier qui est vendeur, parce que là, nous, on n'a pas envie de le lire, votre dossier. Et alors ça, j'aime moi, il y a mon côté universitaire qui me dit non, quand même, le fond compte plus que la forme. Mais non, aujourd'hui, la forme compte plus que le fond. Et même pour se présenter à la promotion économique de Berne, il faut un dossier marketing, comme si j'allais vendre mon produit. Voilà, alors, mais quelque part, c'est bien parce que c'est une école. On nous dit, nous, on vous recale là parce que sinon, vous allez être recalé plus loin. Auprès des banques, vous allez être recalé auprès de ci, auprès de ça. Donc, on vous guide. Alors, on a refait un beau dossier qui est magnifique, en 3 langues en plus. Et puis, on est allé à la promotion de Berne. Et cette fois, ils nous ont bien reçus et ils nous ont donné de l'argent à fond perdu pour débuter. Et grâce à ça, on a pu s'enfoncer un peu dans la vallée de la mort des startups et puis commencer à dépenser pour faire ce qu'il fallait. Et puis maintenant, on commence à avoir les premiers revenus. Et ça, c'était très, très bien. Et il y a aussi une cliente qui est venue, qui a trouvé ça tellement bien qu'elle nous a prêté de l'argent. À bien appeler comme ça. Mais une somme énorme, hein. Okay. Une somme colossale. Elle a dit,
Vous avez besoin de combien? Je vous prête avec intérêt, mais je vous prête l'argent. Avec intérêt, ok. Mais- Là, tu dis une Mais semaine... la promotion économique, ça c'est cadeau. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, il y a une dame qui a mis de l'argent. On a dit, mais vous voulez avoir des actions, des parts de la société? Elle a dit, non, non, je vous le prête. L'intérêt, c'était combien? C'est 4%. 4%. Elle dit, Ok. je vous prête cette somme-là. Mais elle a prêté combien? C'est quoi, norme? Je sais pas si j'ose dire, mais c'est pas loin de 100 000 francs. Quoi. Ok, ouais. Simplement parce qu'elle est allée faire un soin pour ses Je cheveux. crois... Elle était tellement convaincue. heureuse je sais pas, de retrouver une coiffure comme elle avait plus depuis 20 ans, parce que le produit est tellement extraordinaire. Je suis bon vendeur. Que sur une coiffure, elle est venue, elle dit, mais votre produit, il est trop bien, vous en êtes tout. Non, non, mais il faut se développer plus vite maintenant. Voilà de l'argent pour que vous alliez plus vite. Ok. Et puis, mais c'est beau, quoi. Et on fait comme ça, mais chaque semaine, on a notre lot de nouvelles rencontres, de nouvelles belles surprises, de nouveaux... On peut être que motivé par ça. Moi, j'encourage tout le monde à créer sa société, sa start-up, à foncer, à y croire. Alors, c'est difficile, c'est compliqué, on doit tout apprendre. Elle est coiffeuse, elle a dû apprendre à tenir sa comptabilité là, sur un programme qu'on a pris sur Internet, pris un abonnement sur Internet, sur une marque connue. Puis, mais Quoi? Vous avez pris quoi? on a pris Bexio. Ah ouais, ouais, effectivement. Mais oui, et puis on avait le choix en deux, mais la promotion économique aussi. Non, Prendre Bexio. on conseille Bexio, Ok, parce ok. que quand vous débutez, c'est plus simple, bien, ouais. etc. Puis, Mais après, par etc. contre, tu vois, ce qui est quand même très important quand on débute, quand on se lance dans une start-up, on dit que un des facteurs clés de succès, c'est l'équipe. Oui. Les personnes que tu as et ton entourage. Donc Oui. ton entourage professionnel, hein, disons. Oui. Enfin, alors là, on pourrait débattre si l'entourage personnel aussi fait. Et je pense qu'effectivement, ça fait énormément si on a une femme ou un mari qui constamment va te dire non, non, mais ton projet, il faut que tu arrêtes, etc. Ben, c'est aussi une des causes de non-réussite. Mais par contre, là, alors toi, tu as d'un côté la chance qu'Angie soit venue avec ce projet, ce produit, parce que je vois que ça t'éclate et t'es passionné. Et d'un autre côté, Angie a énormément de chance de t'avoir aussi, parce que toi, tu as toute l'expérience justement de alors déjà comment développer une entreprise, à quoi il faut faire attention, même si tu as dit que c'est en partie 1, tu as dit que c'est ton frère qui s'occupe de la partie back-office, mais tout ça, tu le vois quand même, tu l'as vu, et donc tu connais, mais tu l'as vécu. C'est quand même elle qui fait le boulot. Et puis elle non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es là. Tu es là en tant que mentor, coach. Je suis admiratif de cette jeune femme. Comment elle fait ça, mais déjà, elle est une épouse, elle est une maman, elle vient d'avoir une deuxième enfant, une petite fille qui est magnifique, elle a 6 mois. Elle a son salon de coiffure, elle est chanteuse, et puis elle développe Bigo Dream. Donc c'est... Mais je dis, mais tu dors quand Enfin non, en plus je la vous vois encore. Alors, je dis pas tu, j'ai dit vous dormez quand? Pourquoi tu vous vois? Mais oui, mais j'ai beaucoup de respect pour elle, beaucoup d'admiration et de respect, et ça, je me sens obligé de la vous voyer, alors que elle comprend pas. Elle te tutoie? Non, mais faudra qu'on règle ça. Mais en fait, c'était un peu... Ça s'est donné comme ça, quoi. Mais elle tutoie ma femme, mes enfants, mais moi, nous, on se vous voit. Mais c'est de ma faute. Hein. C'est 100% de ma faute. Mais moi, c'est du respect pour elle. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et en fait, ça m'a mis beaucoup à l'aise quand on est allé voir la banque, quand on est allé voir la promotion économique. Je viens avec, on dit, c'est qui celui-là? On se vous voit, on sent qu'il y a... vous voyez, j'ai trouvé que c'était mieux dans ces moments-là. Et puis, mais bon, c'est compliqué la vie pour rien. Ouais, non, c'est intéressant parce que alors je comprends, ou je peux comprendre que le vouvoiement reste quand même une forme de politesse. Ouais. Par contre,
Tu vois, c'est pas parce que moi je te tutoie que je ne te respecte pas. Oui, 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 je sais bien, oui, oui, mais, oui, oui, mais ça viendra. Mais, Ah, mais non, non, c'est ça marrant. viendra. Mais c'est ma faute, c'est complètement ma faute. Mais c'était, oui, oui, ça s'est donné comme ça au départ. Je sais pas, on avait peut-être un respect réciproque Mhm. qui a fait qu'on on n'a jamais passé ce cap-là. Mais c'est bien. Mais puis je la vois une fois par semaine, hein, tous les jeudis. Et puis, puis même plus des fois. Et voilà, et ça n'empêche pas Que, que je que l'aime vous- beaucoup et puis que je l'admire beaucoup pour tout ce qu'elle fait, parce qu'elle fait un travail mais colossal. D'ailleurs, à un moment, oui, on doit maintenant se dire, maintenant, il faut qu'elle soit salariée par Bigou Dream, puis qu'elle travaille moins au salon de coiffure, parce que elle peut pas tout faire. Donc, C'est sûr. ouais. Et puis on est au stade, on est à ce point maintenant où si on la salarie, on pourra peut-être avoir encore plus d'abonnements et puis régénérer plus de revenus. Ouais. Alors David, je vais pas te laisser partir sans te poser quelques questions Oui. que je pose tout le temps dans mon podcast. J'aimerais, on a donc quand même beaucoup parlé de vente et donc je sais parce que tu m'en avais recommandé il y a quelques petites années donc des livres, mais est-ce que tu as des recommandations de livres ou de ressources, que ce soit en vente ou peu importe la thématique? Oui, 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 oui. Enfin, dans le management ou des choses comme ça, mais oui, mais je suis un peu pris au dépourvu là. Mais Par exemple, est-ce qu'il y a un livre que tu offres souvent ou que tu as sur ta table de chevet, tu vois, qui est là tout le temps, ou que tu relis plusieurs fois? non. Alors, les livres, c'est une autre chose que ça, c'est mon jardin secret, les livres, parce que D'accord, ok. c'est ma passion. Je lis 1 à 2 romans par semaine. Ah ouais, J'adore ça. C'est mon monde, c'est le moment où je suis calme, où je suis tranquille, le soir, le matin, le soir. le soir. Le soir ou la nuit, ou enfin quand je suis réveillé, puis ou le week-end beaucoup, ou en vacances. Alors ça c'est mon bonheur parce que je peux en lire ouais, tous les 2 jours. Donc en une semaine j'ai lu 3 livres ou 4 livres, et puis ça c'est mon grand bonheur parce que les livres c'est mes amis. On dit que si on ne lit pas, on a une vie, et puis si on lit beaucoup, on a 1000 vies. À travers ces livres, j'ai 1000 vies. C'est un bonheur qui est difficile à expliquer, mais moi, c'est mon bonheur de lire. C'est parce que j'aime les histoires. Ben voilà, ça rejoint le marketing. J'aime Oui. les histoires, j'adore ça. Et ben, je lis vraiment des romans. J'ai pas des essais politiques ou des choses comme Ok, ça. Alors, des ouais. romans, des biographies, ça je lis. Puis euh, je me suis passionné pour la littérature japonaise, mais en français. Donc, à un moment, c'était une obsession, mais je crois que j'avais lu tout ce qu'avait été édité en français de romans japonais. Tout, tout, tout. Qui était en tout cas accessible facilement, c'est clair. Si on fait des recherches, il y a un éditeur spécial qui est spécialisé justement dans l'édition de livres en français d'auteurs japonais. Et j'avais lu toute sa bibliothèque, toute Il sa s'appelle comment? édition Piquier. Ok. Et puis là, ils ont été rachetés après par un autre grand groupe. Mais voilà, alors chaque fois qu'ils sortaient un livre, moi je l'achetais. Puis et alors ils sortent d'abord en grand format, après en poche. Enfin, c'était comme tous les livres, mais Et c'était devenu ma passion. C'était devenu. t'aimes tous les livres que tu lis? Ah non, il y a des livres qui sont pas bons. Tu t'arrêtes ou tu continues quand même à le lire? J'essaie quand même d'aller tout le temps Ouais, jusqu'au tu le bout, termines? mais parfois j'arrête parce que je me dis non, Ouais, ce livre ok. m'apporte rien, Ouais. il n'est pas intéressant. J'aime les belles histoires, j'aime aussi les mots. Je, Donc je, la poésie? je peux, non, mais un mot seul tout d'un coup que j'avais plus entendu depuis longtemps, puis que je lis, et puis je me dis ah oui, ce mot il est C'est un beau mot. magnifique. Par exemple, l'autre jour je tombe sur le mot giboyeux.
Je ne connais pas. Le mot giboyeux, ça veut dire qui est rempli de gibier. Donc on parlera d'une forêt giboyeuse. D'accord. Mais rien que ce mot-là, moi, giboyeux, je suis dans la forêt, paf. Je le vois en lisant, moi, mon esprit, il est dans la forêt. Il y a des lapins, il y a des sangliers, il y a des cerfs, et on se promène et on voit tous ces animaux, et c'est magnifique. En un mot comme ça. Voilà, quand Dany Laferrière, c'est mon auteur préféré, ça c'est Dany Laferrière, il est pas japonais, mais il est francophone, et puis quand il commence à décrire qu'il est sur la terrasse à Haïti, à Petit Goâve, et puis alors là, moi, à Petit Goâve, je vois les palmiers, les bananiers. Là. Je suis plus loin que ce qu'il a écrit. Je suis par quelques mots. Je suis transporté. Ouais. Et puis, donc les livres, pour moi, c'est un grand monde d'évasion. C'est mes meilleurs amis. Et puis, voilà, c'est ma passion. Mais je lis aussi des livres de management. Mais alors, je préfère que si tu as un livre comme ça qui te vient, plutôt que tu nous recommandes un roman qui t'a touché ou qui t'a marqué, plutôt qu'un livre de management qui, finalement, voilà, des livres de management, on peut en trouver. Et moi, je manque justement de romans dans le sens où j'ai une mauvaise habitude à vouloir tout le temps que ça m'apporte quelque chose d'assez direct, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On est formaté en faisant ces études d'être entreprise, à aller à l'essentiel, être pragmatique. C'est ça. Voilà, on s'embarrasse pas d'embellir, alors que là, dans le roman, c'est tout l'inverse. C'est ça. Ouais. Mais je sais que j'en ai besoin, et je pense que tout le monde a besoin de sortir, tu vois, de voler, d'avoir finalement le cerveau droit qui va un peu plus travailler plutôt que tout le temps le cerveau gauche, ce côté carré, pragmatique. Ouais. Donc, quel roman est-ce que tu recommanderais? Alors, je vais donner 2 réponses. Et alors, d'une façon générale, moi, mon écrivain préféré, c'est Dany Laferrière. Il est à l'Académie française. Il a dû quitter Haïti parce que le gouvernement là, des Duvalier menaçait sa famille. Et à l'âge de 18-19 ans, il est parti de façon précipitée. En une nuit, il a quitté sa maman et sa famille, quoi. Et il a pris l'avion, il est parti, il s'est retrouvé à Montréal dans la neige, qu'il n'avait jamais vu. Donc, mais c'est un écrivain que j'aime beaucoup parce qu'il a l'amour des mots. Il va à l'essentiel. C'est jamais des gros romans de 800 pages, c'est des livres très courts, mais qui ont pris plus de temps que pour d'autres écrivains d'écrire 800 pages parce que chaque mot est pesé et c'est très bien. Par exemple, L'énigme du retour, c'est son chef-d'œuvre. C'est l'énigme quand il va retourner, après 25 ans d'absence, il va retourner à Haïti, puisque là, il risque plus sa vie. Et alors, ça, c'est un très, très beau livre qui est de Dany Laferrière. Il en a écrit d'autres. Celui qui l'a rendu célèbre, il est le meilleur pour les titres. C'est le meilleur titreur de livres. C'est le plus fort. Et ce premier livre qu'il a rendu célèbre, c'est Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Et déjà, c'est très provocateur comme titre, mais c'est toute cette notion un peu autour du racisme, ces clichés qu'on a. Parce qu'il arrive, il est de couleur, hein, il a une peau noire, et puis il débarque à Montréal, et puis il sait qu'est-ce qu'il va faire, il sait pas quoi, qu'est-ce qu'il va manger, comment il va se débrouiller, quoi. Il débarque là, et qu'est-ce qu'il va devenir, et ce qu'il découvre, et ce qui le surprend le plus, c'est que les arbres n'ont pas de feuilles. C'est pas la neige, c'est pas le froid, mais les arbres sont morts. Les arbres n'ont plus de feuilles, parce qu'à Haïti, ils ont toujours des feuilles, ils sont toujours verdoyants. Enfin, des choses comme ça. Et puis,
pour toi parce que tu es de Colombie. Oui. Oui. Mais les auteurs colombiens, c'est Gabriel Garcia Marquez. Oui. J'ai vu sa maison à Cartagena de India, qui est une ville extraordinaire. Cette Oui, ville, c'est une belle ville. ah, j'ai aimé cette ville comme tout, ces maisons colorées, Ouais. l'eau qui est tout autour, l'ambiance qu'il y a dans cette ville, mais c'est extraordinaire. Alors un petit fait pour Gabriel Garcia Marquez, mais son grand livre, c'est 100 ans de solitude, mais c'est très, très fastidieux à lire. Il faut du courage. Moi, Pour je l'avais commencé et Mais- je t'avoue que j'ai arrêté parce Oui, que oui. c'était très dur. Mais- Je dis à Oui, à comprendre. comprendre et tout. ouais. Mais là, je les lis complètement. J'ai aimé, mais je le recommanderais pas facilement aujourd'hui. Par contre, ces autres livres, L'amour au temps du choléra, ou ces autres livres-là, ça sont plus faciles d'accès. Et puis vraiment très, très bien. Ils racontent bien aussi les histoires. Mais bon, après, c'est la Colombie, quoi. C'est un peu cliché. Mais... euh, j'ai adoré le dernier Goncourt, Veiller sur elle. Alors, ça, c'est vraiment. Si on aime s'attacher à des personnages forts, parce que dans un livre où on s'attache à eux, on souffre avec eux, on se réjouit avec eux. Et alors là, point de vue description de personnages, c'est très très fort. Imaginaire, c'est très très bien. Et il y a un livre aussi très intéressant que je viens de lire. Enfin, si on parle de livres, je peux parler de tous les sens, mais il y en a un qui s'appelle Humus, et qui est un livre où il y a deux jeunes qui font une école d'agronomie et qui se disent maintenant on va faire quelque chose pour sauver la planète. Et deux choisissent des voies complètement différentes. Et ça c'est un très beau roman qui fait qu'on s'attache aux deux personnages de jeunes garçons, et on s'attache aux personnages qui vont essayer de sauver la planète avec les vers de terre, en travaillant les vers de terre, parce qu'un ver de terre, c'est incroyable ce qu'il fait, ce qu'il sait faire, et on apprend énormément de choses en lisant ce livre, mais ça met sur la table tous nos problèmes liés à l'environnement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est bien? D'être activiste, mais jusqu'à quel point? Enfin, toutes ces réflexions là autour. Et Humus, l'auteur J'ai un blanc maintenant, mais il vient de sortir. Humus, t'écris. Je crois Humus, et je Ok. crois que c'est Klein, l'auteur. Klein, K-L-I-E-I-N. Mais il faudrait que je vérifie. D'accord. Mais voilà, mais ça c'était aussi un très bon livre que je viens de lire. Et voilà. Je te propose qu'on. Parce que sinon. On va déborder là. Non, mais c'est surtout pour toi, pour ton temps. Ouais. J'ai instauré un concept il y a un petit moment maintenant où un des derniers invités pose une question à un futur invité sans savoir qui elle ou il sera. Donc, par exemple, si toi tu poses une question sur l'automobile, bah, peut-être ça n'a rien à voir avec l'invité qui aura cette question. Et donc là, la question qui avait été posée, c'est: est-ce que tu arrives à trouver des moments pour t'ennuyer? Ah oui, c'est une belle question. J'arrive pas, et il faudrait. Mais il faudrait trouver le temps pour s'ennuyer. Et j'ai essayé la méditation, comment ils appellent ça, le body scan. J'ai essayé ces choses-là, mais c'est très loin de moi. C'est très loin de moi. Dans quel sens très loin de toi? Toute ma vie, c'était la course. Il faut encore vite faire ci, encore vite faire ça. Je dois, il faut, je dois. Toutes ces injonctions où le cerveau, il dit à son corps, maintenant, tu es fatigué, mais tu t'écoutes pas. Tu fonces. Et par exemple, voilà, si je suis à la maison, je peux pas être tranquille sur le canapé. Enfin, sauf si... Voilà, je vais lire. Voilà, ça c'est mon repos. Mais on dit que l'ennui c'est bien parce que c'est ces moments où on est créatif. Moi, je suis plutôt au niveau créatif, je suis plutôt pour le choc des idées. On confronte un monde avec un autre. On se dit, mais on a toujours vendu les pizzas comme ça, mais et si on les vendait
comment on vend des meubles. Et alors, ça ferait quoi? Ou l'inverse, hein, ou si on commence à vendre des meubles, on vend des pizzas. Et puis alors, on fait le choc des mondes, puis là, on devient très créatif pour aussi bien le business que pour tout, plus que par l'ennui. Mais des fois, on a un problème, et puis ben voilà, on rentre dans un magasin, puis si on alliait les choses comme ça, ben c'est ce qui est arrivé à Angie avec Big Dream. Elle est rentrée dans un magasin de chanvre, et puis il y avait des chaussettes pour le chanvre. Elle dit, mais des chaussettes, ça sert à quoi? Ah ben, ça va nourrir la peau. Puis si on a des problèmes parce qu'on a les pieds secs ou je sais pas quoi, ben ça nourrit le pied. Puis il s'est dit, ah mais ça pourrait peut-être marcher pour les cheveux. Et puis voilà, le choc de deux mondes amène souvent les idées, et on peut le faire au hasard, ou on peut le provoquer. On peut le provoquer par des séances où il y en a qui titillent, et des brainstorming comme ça. Et je crois qu'il y a une entreprise à Bienne qui fait ça, qui est spécialisée là-dedans. Oui, tu as raison. Qui fait ça. Mais c'est pas Créaolique? Oui, c'est ça. Ouais. Créaolique, oui. Ouais. Et vraiment, ils visent ça. Alors moi, je me royaumerais là-dedans. Parce que j'adore ça, ouais. de confronter deux mondes de provoquer comme ça. Et oui, ça c'est bien. Mais alors la question, si je trouve du temps pour m'ennuyer, j'essaye. T'essayes. J'essaye quand même, mais enfin c'est plutôt me reposer. Et il y a la maman de Victor Hugo qui disait il n'y a que les ennuyeux qui s'ennuient. Mais je suis d'accord, ça c'est une belle citation. Alors ça. Voilà, j'avais quoi, 10 ans, j'ai lu la biographie de Victor Hugo, et puis il y avait la maman qui disait ça. Alors ça m'avait frappé, ça m'était resté. Et puis, mais quelque part, ça veut dire on n'a pas le droit de s'ennuyer. On est dans une société qui interdit de s'ennuyer. Mais c'est pas vrai. Il faut aussi. On peut, de période d'ennui, devenir créatif. Hein. En fait, faut pas le blâmer. L'ennui. Non, mais en fait, moi, j'ai l'impression que l'ennui, ou tu vois, cette question, est-ce que tu arrives à trouver des moments pour t'ennuyer, j'ai l'impression qu'on parle d'ennui et on pense directement négativité, négatif. Oui. Enfin, quand tu t'ennuies, c'est négatif de s'ennuyer. Mais en fait, au-delà, tu vois, tu as directement parlé de méditation. Est-ce que quand on médite, on s'ennuie vraiment? Tu vois? Ou est-ce que si tu te balades en forêt, j'ai voulu ressortir ton mot et je me souviens plus. Giboyeux. Voilà. Giboyeux. Dans une forêt giboyeuse, oui. Sans rien, sans musique, juste je marche. Oui. Est-ce que c'est vraiment de l'ennui? Donc tu vois, c'est pour ça que ça me parle assez, la phrase de Victor Hugo, parce que finalement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut toujours sortir de l'ennui. Oui. Après, c'est un peu philosophique, hein, mais qu'est-ce que l'ennui? Alors, et comment est-ce qu'on s'ennuie? Moi, j'ai eu la chance de jamais m'ennuyer au travail. Jamais. C'était ma hantise d'être là pendant une heure, puis rien avoir à faire. Ça, pour moi, c'est insupportable. C'est pas concevable. Mais aussi à la maison, quoi. Je suis tranquille. Enfin, il faut toujours être en mouvement, parce que j'ai un cerveau qui doit toujours être nourri tout le temps. Mais il y a des gens qui font un travail ennuyeux. Qui font un travail répétitif ou inintéressant, ou qui ne leur convient pas. Et là, je les plains, ça doit être horrible. Quoi. Mais moi, c'est un cadeau du ciel. Quand on peut reprendre une entreprise, ça veut dire qu'on a les pleins pouvoirs, qu'on peut s'exprimer dans cette entreprise, qu'on peut avoir une vision et la transformer selon sa vision. C'est parce que, voilà, on donne du sens à son existence tout d'un coup. Et ça, c'est une chance, un cadeau qui m'a été donné par mon père, et qui est bien. Et même si dans cette entreprise, je suis qu'un passeur. Voilà, mon père l'a créé, moi je suis un moment, après ça sera mon fils ou mon neveu ou ma nièce, enfin je sais pas qui viendra. Mais ça, je voulais en parler, mais on n'a plus le temps. Il y aura une suite, mais moi je suis qu'un passeur pendant un moment, mais pendant un moment j'ai pu
avoir les pleins pouvoirs là-dedans et d'être créateur et de quelque chose, et puis des développeurs, et voilà, après quelqu'un fera à sa façon après. C'est vrai que bon, alors c'est vrai que moi je dis que je suis d'accord avec la phrase de Victor Hugo, mais Ouais. parce que c'est plutôt orienté pour une élite dans le sens Oui, où effectivement il y a des travaux, des métiers où c'est ennuyeux, où vraiment oui, tu peux pas, c'est tout le temps la même chose, c'est répétitif, et à part ta créativité ou ton cerveau pour sortir de cet ennui, c'est tout le temps la même chose. Et moi, et c'est pareil pour toi, beaucoup de gens en Suisse, et en Suisse on est déjà dans une élite, hein, on est déjà des chanceux, si je peux dire ça comme ça. En fait, moi j'ai la chance de finalement, si je m'ennuie dans mon travail ou quelque part, je peux faire autre chose, je peux changer, je peux avancer, on a tellement d'opportunités, ou j'ai tellement d'opportunités que en fait l'ennui pour moi est tellement lointain. Enfin l'ennui, ouais, pas l'ennui de cette question, ou ouais, justement méditation, ou arrêter de tout le temps faire des choses, mais l'ennui parce qu'on a un métier ennuyeux, parce qu'on a des activités, des tâches ennuyeuses. ouais, Ça me dépasse. ouais. C'est inconcevable en fait. Mais oui, Voilà, et donc David, ma dernière question oui. pour toi, et après je te laisse. Qu'est-ce que le succès pour toi? Ah, le succès, c'est ben, il y a plusieurs réponses possibles. Au niveau de l'individu, c'est d'arriver à se dire, ben voilà, je suis un individu, j'ai reçu un corps, un cerveau, et j'ai réussi à avoir la chance dans ma vie, parce que j'ai été épargné par les maladies, j'ai été épargné par tout, de de pouvoir aller dans le développement maximum de ce qu'un être humain peut faire en étant sur Terre. Donc d'un épanouissement intellectuel, euh, voilà, pas vivre dans le regret, dans le déni, dans la haine, voilà, d'être un homme abouti. Donc ça c'est le plus grand succès qu'on peut avoir, c'est dire voilà, je suis un homme abouti, j'ai vécu plein de belles choses, j'ai réussi voilà, à devenir un homme mûr, sage, et voilà, ça c'est raisonnable et complet, un être humain complet, un peu à la chinoise, à la Confucius, un peu des choses comme ça, mais très modestement, parce que moi je ne lui arrive pas à la cheville à Confucius, mais pour dire c'est ça, c'est ce côté-là, être un être humain, le succès pour moi c'est ça. Après, dans l'entreprise, ben, là, c'est les chiffres. Hein. Succès, c'est la performance, on mesure. Hein. C'est tant de marge, c'est tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices. Mais ça, c'est. Et ça fait aussi partie de la vie. Le succès fait partie de la vie. Je suis quelqu'un qui aime la compétition. Donc, évidemment, je me prends au jeu de la compétition. Et alors, les gens, ça va choquer, mais voilà, c'est ma nature. Les sportifs, ils se prennent au jeu de la compétition. Federer, il aimait gagner ses matchs. Enfin, voilà, ben moi, mon petit niveau, c'était dans mon entreprise. Et puis, Mhm. on se prend à jeu de cette compétition parce que ben, c'est les règles du jeu. Sinon, il faut faire autre chose. Si on veut pas ça, ben voilà, on veut pas ça, on choisit un autre métier. Mais moi, j'aimais la compétition, puis je le revendique, puis je n'en ai pas honte. Puis c'est comme ça, c'était dans ma nature. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Et là, on peut mesurer le succès en voyant le développement qu'a connu l'entreprise. Mhm. Et ça, c'est gratifiant. Et Et, justement, en termes de ouais. développement, aujourd'hui 181 personnes. Quand tu as débuté, vous étiez combien? Ah, il y avait déjà Yverdon, donc on était déjà une cinquantaine quand même. Oui, Ouais, oui, ok. oui. Parce qu'après, il y a eu Chaux-de-Fonds, puis Ouais. Thiel. Mais il y a des patrons de garage qui ont fait beaucoup plus hein, pendant cette période-là. Pendant ces 30 ans où j'étais là, j'ai développé un peu. Mais il y a des chaînes de garage en France pendant 30 ans. Il est parti de un garage, à la fin, il en avait 180. Moi, il y en avait 4.
Puis d'autres ont fait 180 pendant la même période. Il y a des gens plus talentueux que moi qui ont fait beaucoup, beaucoup plus. Et qui ont pris plus de risques, qui n'ont pas hésité de foncer ou à aller plus vite. Nous, avec mon frère, on a hérité une entreprise familiale. On n'est pas là juste pour la vendre. Peut-être que si j'avais démarré l'entreprise, je me dis, je fonce, je veux au maximum des endettements possibles pour développer toute une chaîne de garage, et dans 10 ans, je la vends. C'est une autre optique. Nous, on a reçu cette entreprise de notre père et on va la transmettre à une génération après. On n'a nullement l'intention de vendre, et on nous le propose tout le temps de nous racheter, mais non, il y a ce côté, comme je disais au début ce côté, c'est ancré dans nos gènes, c'est notre religion, c'est notre entreprise, et puis on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible et de faire au mieux, mais on n'est pas à l'abri de... Le monde peut changer tellement vite que... Et il change vite. Il change tellement vite que tout d'un coup, il y a des tas d'entreprises qui n'existent plus, pas par faute de management, mais parce que, voilà, c'est... Un magasin qui développait des films photos, aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, c'est sûr. C'est donc inutile de s'acharner sur ça. Il faut trouver d'autres chemins. Puis, mais voilà, ça sera la génération future. Mais... Il faut se recycler, et puis il faut continuer avec les technologies et notre ère. Oui, c'est ça, et ça va vite. Ça va vraiment très vite, les changements. Ouais. David, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. J'espère que ça t'a convenu. Et... Pour moi, c'était parfait. J'espère que pour toi, c'était une première bonne expérience. Voilà, j'ai vécu pour la première fois de ma vie un enregistrement de podcast. Alors, j'ai vu les caméras, les micros, toute l'installation. Ça m'a un petit peu impressionné au début, mais voilà, une jolie expérience de plus dans mon aboutissement d'homme, comme je voulais être. Ouais. Merci David. Oui, merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et sur YouTube, et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je ne te donne pas rendez-vous le dernier lundi de ce mois, mais cette fois-ci le dernier mercredi. Pour le prochain épisode, j'effectue une collab dont je te parlerai à ce moment-là. Ciao, ciao.